Bienvenue dans le podcast Oser by Nico. Nico c'est moi, oser c'est mon mantra. Un podcast pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort, oser voir grand, oser vibrer. Et si on allait à la rencontre de personnes qui brillent dans leur unicité? Est-ce que t'es prêt? Eh ben écoute, c'est parti. Aujourd'hui, j'accueille Steve Lalanne. J'ai rencontré Steve lors d'un atelier, la Greenness Academy, où il est coach, et Steve m'a marqué sur plein d'aspects. C'est un entrepreneur qui s'était fait la promesse d'arrêter de bosser à 35 ans et d'être rentier, et un rapport aux autres particulier. J'étais quelqu'un qui venait de... Voilà, si je rencontre quelqu'un, il faut que je sache son chiffre d'affaires, et son chiffre d'affaires, il faut qu'il soit égal ou supérieur au mien, sinon, on n'a rien à se raconter. Alors comment Steve a connu un éveil spirituel et a totalement changé ses croyances et sa façon d'être? C'est ce qu'on appelle un virage à 180 degrés. Nous sommes les êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. De l'entrepreneur pragmatique à l'entrepreneur spirituel, il n'y a qu'un pas, ou un monde plutôt. Steve a détruit ses anciennes croyances pour aujourd'hui voir plus grand. Il nous parle de reconnexion à l'amour et nous explique comment appliquer des concepts spirituels qui peuvent paraître si éloignés de nos habitudes et nos façons de penser actuelles. Et oui, comment mettre en pratique au quotidien l'abondance, l'acceptation de nos parts d'ombre, de lumière, sortir du conditionnement de la société, comment choisir l'amour plutôt que la peur. Tu vas voir dans cette interview, ton cerveau va peut-être vouloir fuir. Et si finalement tu pouvais avec cet épisode te poser les vraies questions qui t'apporteront plus de joie, d'alignement et de bonheur dans ta vie, je pense que ça se tente. N'oublie pas que tu peux retrouver les vidéos pépites de cette interview sur mon Insta Oser by Nico. Et puis tu peux laisser 5 étoiles, ça améliore ton karma, oui je te le promets. Et le référencement de ce podcast. Je te souhaite une excellente écoute. Salut Steve. Salut Nico. Comment vas-tu aujourd'hui? Super. J- de la conférence, ça va super bien. Demain, tu fais une conférence au Grand Rex. Voilà, tout à fait, conférence entrepreneur spirituel, la première au Grand Rex. Ouais. Assez incroyable de faire ça. Tu me disais tout à l'heure que c'était une vision que tu as eue. Complètement. Lors d'un entraînement, il y a en juillet, j'ai eu comme une vision, j'appelle ça une vision. Et c'était comme une information que voilà, la prochaine étape, le Grand Rex. Alors j'ai dit oui, comme d'habitude. Ouais, c'est génial. On va parler de vision, des visions au change large dans cette interview, parce que je sais que c'est assez important. Toi, si aujourd'hui on te posait la question de te présenter en quelques mots, tu dirais quoi? Je dirais, je raconterais l'histoire d'un entrepreneur qui est né à 16 ans, un entrepreneur qui est devenu entrepreneur à 16 ans, puis qui a commencé à chercher sa vie en fait, à travailler, chercher sa vie. Pour lui, la vie c'était la liberté, ne pas avoir à travailler, cette fameuse liberté financière qui m'a amené à finalement me concentrer que sur l'argent, la production. Et puis qui s'est marié, qui a eu des enfants et qui a travaillé encore plus dur justement pour soi-disant subvenir à leurs besoins, et puis pour se rendre compte grâce à un éveil en 2016, un éveil spirituel, que il est en train de créer sa vie, mais il passe à côté de sa vie. Et là, alors, un changement dans la manière d'appréhender la vie, d'appréhender l'entrepreneuriat, d'appréhender la famille, etc. À commencer la lecture, me rendre compte qu'en fait, l'entrepreneur que j'étais, finalement, était qu'un employé dans sa société. À partir de là, revoir tout, la manière de fonctionner. T'avais quel âge en 2016? En 2016, j'avais... en 2016, j'avais... Ah, c'est une bonne question, ça. Attends. 2016, je suis arrivé à 26, 30... Waouh. Attends, 36... Ouais, 30... à peu près, 9 comme ça, 38, 39, ouais. 36, 39 comme ça. Ce qui fait que ce que tu es en train de me dire, c'est que de 16 ans à 38, 39 ans, tu étais dans une démarche de production et d'argent avant tout, l'entrepreneur qui est pour une réussite financière? Oui, parce qu'en fait, je m'étais posé un challenge. Je m'étais dit qu'à 35 ans, je bosse plus. Je suis en liberté financière et je vis de mes rentes, en fait. Ouais. Voilà, c'est l'objectif. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne serais pas arrivé si je continuais la manière dont j'entreprenais, en fait. C'était quoi, même à 16 ans, quand tu t'es mis à entreprendre? Parce que tout le monde n'entreprend pas à 16 ans, c'est quand même assez tôt. Tu étais déjà dans une démarche assez particulière, finalement. C'était quoi que tu as lancé à 16 ans? Alors, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Moi, j'ai quitté l'école. Donc, j'ai quitté l'école et je suis rentré dans une société avec mon oncle. Mon oncle, lui, il travaillait dans ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing de réseau. Et donc, il avait créé son propre marketing de réseau. Et moi, j'étais là avec lui dans la création de nouveaux centres, en fait. Donc, je faisais les conférences qu'il fallait faire, même à cet âge-là.
Je crée les réseaux, je crée les réunions d'information qu'il fallait. C'était ma première entreprise, c'était ça en fait, avec lui. Puis par la suite, après, bon, il y a eu d'autres entreprises qui sont mises en place au fur et à mesure, jusqu'à ce que je me dise, ça devient un peu trop petit là où je me trouve. Il me faut une autre langue, l'anglais. Puis là, je pars en Angleterre pendant à peu près 2 ans. Là, je suis pas entrepreneur en Angleterre, je travaille dans l'hôtellerie. Ouais. Parce que l'objectif, c'était d'apprendre la langue pour pouvoir l'entreprendre beaucoup plus loin après, quoi. Ouais. Parce que la France, juste en français, ça devenait trop petit pour moi. C'était ma vision. Je voulais bouffer le monde, tu vois. Il me manquait l'anglais pour ça, donc je suis parti. Et une fois que j'ai eu l'anglais, et bien après, je suis reparti et j'ai commencé de plus belle à construire, en fait. Ouais, et avoir beaucoup plus grand. Et grand. toi, dans cette démarche de vouloir bouffer le monde, justement, c'était comment, toi, ton quotidien? Ça se représentait comment? Tu travaillais tout le temps? C'était une démarche, quand tu dis justement de gagner de l'argent, il y avait cette idée de bosser 7 jours sur 7, de ne jamais t'arrêter, peut-être d'être dans une démarche, alors je fais des suppositions, mais une démarche un peu peut-être égoïste, en tout cas centrée sur toi, tes besoins. Tu le vois comment, toi, ces années-là? Moi, en fait, je ne voyais pas que je bossais, en fait. Parce que j'aimais profondément ce que je faisais. J'ai toujours fait que des choses qui me passionnaient. Donc, je ne voyais pas que je bossais. Pour moi, c'était les vacances, c'était pareil. Alors, c'était moins le cas pour ceux qui étaient ma famille, puisque pour eux, les vacances, c'était les vacances. Ouais. Mais moi, je ne le voyais pas comme ça. Moi, en fait, je ne me sens pas en train de travailler. En fait, je kiffe ce que je fais, j'aime ce que je fais. Je suis dedans et ce n'est pas une corvée pour moi de me lever le matin et faire ce que je fais. C'était un plaisir Et pour te dire, quand c'était les week-ends, ça m'emmerdait en fait quelque part. Je me disais, pendant ce week-end-là, tout est fermé, il n'y a pas de business, quoi. Ouais, tu vois. Okay. Et puis bon, après, il y a eu la famille, donc là, j'ai commencé à prendre un peu plus de temps, pour prendre un peu plus conscience, pardon. Mais j'ai quand même bossé un peu plus parce que je me suis dit, tiens, là, je suis plus seul. Il faut que je fasse des choses pour eux. Et jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, je faisais soi-disant des choses pour eux, mais eux, c'est pas ce qu'ils voulaient en fait. Ce qu'ils voulaient que ces choses soient là. Quel a été le déclic? Parce que c'est vrai que là, si on comprend bien, on va pas refaire ton CV forcément, on comprend bien que tu es dans l'entrepreneuriat, la liberté, le fait d'avoir être libre financièrement, d'être peinard à 35 ans, c'était ton idée en tout cas, quand tu as commencé à te lancer à 16 ans. Qu'est-ce qui fait qu'à 37, 38 ans, tu changes ta conscience et tu décides de voir les choses autrement? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé quelque chose d'incroyable parce que c'est pas quelque chose que j'ai cherché. Je ne l'ai pas cherché, c'est simplement un matin, février 2016, un message. Parle avec les gens, partage avec les gens, rapproche-toi des gens. J'étais quelqu'un qui n'était pas forcément intéressé à communiquer avec les gens. J'étais quelqu'un qui venait voilà, si je rencontre quelqu'un, il faut que je sache son chiffre d'affaires. Et si son chiffre d'affaires, déjà, il faut que ce soit entrepreneur. Et son chiffre d'affaires, il faut que ce soit égal ou supérieur au mien. Sinon, on n'a rien à se raconter. Okay. En fait, je voulais m'entourer de personnes qui me tirent vers le haut, si tu veux. Ouais. Tu vois. Donc, j'étais très fermé comme personne. J'étais pas méchant, ni quelqu'un qui est antisocial. Simplement, je préservais mon temps. Et si j'avais quelqu'un dans ma vie, il fallait que ce soit quelqu'un qui m'apporte quelque chose. Et pour m'apporter quelque chose, moi, c'était l'argent. Donc, j'étais ça. Et là, j'en reçois un message qui me dit partage avec les gens, parle avec les gens, échange avec les gens. Je trouvais ça un peu contradictoire par rapport à ma façon de vivre. J'ai questionné ça. Je dis, mais pourquoi faire? À quoi ça sert? J'ai remis ça en question. Et puis, au bout d'un moment, le message est tellement persistant que j'ai dit, OK, ça va. Il venait d'où ce message? Je peux pas te dire, je sais pas, en fait. Mais comment tu l'as perçu comment? Maintenant, je sais, mais sur le moment, j'ai aucune idée. C'est comme si tu rêves, en fait. Comme si je rêvais. Et un message qui était clair, comme un message très lucide dans un rêve. OK, mais donc, tu rêvais pas, du coup, c'était dans la journée? Non, c'était à l'aube. À l'aube, ouais. OK, ça devient, c'est dans ta tête? C'est dans ma tête. Oui, non, c'est dans ma tête. Non, c'est pas genre quelqu'un qui crie. Ah, lève-toi, non, c'est pas ça. Non. Tu l'entends pas forcément, c'est dans ta tête. Ouais. Mais c'est comme si je rêve et je me réveille. Je dis, c'est quoi ça? Et je continue à l'entendre. Ouais. Alors je dis, attends, donc c'est pas un rêve. C'est quelque chose de réel. Et puis c'est pas une voix, c'est pas une voix en fait, c'est autre chose. Mais ça s'interprète comme si c'était une voix, mais c'est pas une voix. Okay. C'est comme un sentiment de quelque chose qu'il faut faire. D'accord. Ouais. Et donc là, une fois que tu as ce message qui s'impose à toi, que se passe-t-il? Alors, il s'impose oui et non, parce que oui, on peut dire qu'il s'impose parce qu'il ne m'a pas lâché en fait. Parce que je dise oui. Donc voilà, ça dure une semaine. Et finalement, je dis oui. Et ma première action, je me rappelle, c'était de mettre mon compte Facebook en public, avec une photo. C'était comme si je disais au monde, voilà, je suis là. Ouais. Et à partir de là,
waouh, ça a été la découverte du monde, en fait. Parce que je me rappelle très bien que je regardais beaucoup des séries sur YouTube, des vidéos comiques. Et normalement, quand tu regardes des vidéos sur YouTube, sur le côté, il y a des suggestions d'autres vidéos comiques. Ouais. Et là, je regarde une vidéo comique, et dans les suggestions, il y a des vidéos comiques, mais il y a une vidéo qui n'a rien à voir, qui dit découvrir les secrets des pyramides d'Égypte. Je me dis, mais qu'est-ce que ça fout là? Ça n'a rien à voir. Mais bizarrement, je suis intéressé, donc je clique dessus. Et quand je termine de voir ça, Nico, qu'est-ce que j'apprends? Que les pyramides d'Égypte, parce que pour moi, c'était les Égyptiens. C'est logique. Mais non, c'est pas les Égyptiens. Et c'est même pas notre civilisation, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'en refaire une. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2023, on ne sait pas refaire une pyramide. Et donc, dans le reportage, j'apprends qu'en fait, c'est pas nous. Et là, je dis, attends, c'est quoi qu'est-ce qui se passe là? Comment ça c'est? J'ai dit, c'est trop gros ça. On devrait tous savoir ça. On devrait savoir c'est qui. On doit chercher. Pourquoi j'ai jamais entendu parler de ça en fait? C'est pas un truc qui est récent. Parce que personne n'a la réponse, du coup, c'est ça? Non, il y a des théories. Mais à la limite, la réponse, c'était même pas le plus important. On a un monument que tout le monde visite allègrement, mais qui n'a pas été créé par nous. Et on a le sentiment qu'on nous dit que c'est les Égyptiens. Non, c'est-à-dire que c'est pas nous. Ouais. Et là, ça a été comme un déclic, si tu veux. C'est comme de dire, mais attends, merde, mais combien de choses qu'on me fait croire, ou que je suppose qu'ils sont comme ça, qui ne sont pas du tout comme ça. Et là commence une série de vidéos qui viennent petit à petit et qui me fait rendre compte qu'en fait, je suis dans une sorte de matrix, en fait. Là, je commence à découvrir tout ce qui est alimentation, tout ce qui est médecine. Enfin, comment créer le monde, comment le monde est domestiqué quelque part. C'est ma première approche de me rendre compte que comment le monde il est façonné d'une certaine façon, et on me dit ce que je dois croire, ou on me dit des choses qui me laissent supposer que les choses sont comme ça, et je pensais que c'était comme ça, c'était ça le monde en fait. Et je me découvre que en fait il y a un autre monde. Ouais. Celui-ci, il n'est pas réel. Pourquoi qu'est-ce qui fait que tu étais prêt à comprendre ça et à aller dans cette recherche? Parce que peut-être que si tu étais tombé sur cette vidéo à 30 ans ou à 25 ans, tu ne l'aurais pas regardée, tu n'y aurais pas prêté attention. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu as eu cette ouverture, cette curiosité à te questionner sur justement tes croyances et les croyances du monde et les croyances de chacun? Alors, il y a un truc, c'est que il y a quelque chose que j'aide, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai toujours fait confiance à mon intuition. Et j'ai jamais cru au hasard. Même si je ne me le racontais pas comme ça, je ne crois pas au hasard, non, j'ai jamais cru au hasard. Donc, quand je vois la vidéo là, parmi d'autres, je dis, ok, on est en train de me montrer quelque chose. Alors déjà, il y avait le message qui me dit, vas-y, fais ci, fais ci, fais ça. Et là, je vois la vidéo, donc je me dis, ok, c'est peut-être un signe. Et en fait, dans cette période d'éveil, eh bien, c'est ainsi que me sont amenés les vidéos que je vais voir, les livres que les gens me parlent de lire. Tiens, tu as déjà vu ce bouquin-là? J'ai dit, ok, ça c'est un bouquin que je dois lire. Et j'interprète tout ce qui est autour de moi comme un jeu de piste. C'est quel genre de livre? Alors, le premier livre, c'était Le pouvoir de la vision. C'est un livre en espagnol qui parle de la mission de vie. Quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et là, j'apprends un concept, c'est que, en fait, la mission de vie, elle est déjà accomplie. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, la mission de vie, tu peux la découvrir. Des fois, tu arrives à la voir. Donc, le pouvoir de la vision, c'est de pouvoir voir quelle est cette mission. Dans ce livre-là, ça parle de ça. Mais ça dit aussi que cette mission, au moment où tu viens sur Terre, elle est déjà accomplie. Donc, tu viens juste faire ce chemin pour arriver à la fin. Mais la fin est déjà écrite, déjà faite, en fait. Ouais. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que moi, du coup, j'ai vu la vie comme un entraînement. J'ai vu la vie comme quelque chose qui me préparait à ce qui était déjà réalisé. Okay. Donc, j'étais pas quelqu'un qui se plaignait, mais donc là, encore moins, c'est parce que je me disais, peu importe ce qui se passe, ça peut être qu'un entraînement finalement, parce que la fin, c'est pas ça. Ouais. Donc, ce qui se passe maintenant, qui paraît difficile, c'est juste un moment passé, parce que c'est pas la fin en fait. La fin de la mission, elle est déjà faite, et c'est pas celle-là. Tu vois? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par elle est déjà faite en fait? Là, tu parles pas de destin. Tu dis pas que c'est tu t'es pas en train de dire qu'on est conditionné par le destin. Alors, faudrait que je coupe ça en deux morceaux, parce que faudrait que je coupe entre ce que moi j'ai cru à ce moment-là
Et bien évidemment, après, il y a une évolution. Ouais. Alors, je veux te dire, c'est comme si moi, je disais, ma mission, c'était d'être, je sais pas moi, un président de la République, un exemple. Et je dis, OK, c'est ce que tu es déjà. Ouais. Et donc, tout ce que j'avais à faire, c'était continuer à faire ce que j'avais à faire, de me laisser m'entraîner pour être ce président. Donc, si jamais il m'arrivait un accident ou j'avais un problème en cours de chemin, je me dis, ben, ça, c'est ponctuel, c'est temporaire, puisque la fin, c'est pas ça. La fin, c'est président. Ouais. Donc, forcément, là, ça peut être qu'un entraînement à apprendre des aptitudes, à apprendre des leçons de la vie et continuer pour arriver à être ce président. OK. À un moment donné, il prend un exemple de la Bible. Il prend un exemple de Joseph et ses frères qui l'ont vendu. Je ne sais pas si tu connais. Ouais. Et ce Joseph-là, lui, il a eu une vision. Et la vision qu'il a eue, c'est qu'il allait être ministre en Égypte. Et que ses frères allaient... Mais voilà, c'était la vision qu'il avait. Mais, et donc, lui, entre-temps, il a été vendu par ses frères. Il a été capturé. Il a été vendu comme esclave en Égypte. Il est arrivé dans les prisons. Il a trouvé la femme du pharaon qu'il a fait monter en haut. Le pharaon l'a remarqué. Et donc, il a fallu qu'il ait toutes ces galères avant d'être ministre. Ouais. Et donc, dans son livre-là, il explique comment que tu as la vision, mais on ne te dit pas comment tu vas y arriver. Parce que si on te dit comment tu vas y arriver, peut-être que tu vas dire, laisse tomber, t'es en prison, mes frères vont me vendre, vas-y, laisse tomber, je n'y vais pas. Mais on ne te dit pas comment c'est. On te dit simplement ce qui va se passer. Et si tu fais confiance, ben, tu y arrives. Ça, c'était ma vision du moment quand on parle de mission de vie. Pour moi, la mission de vie, c'était quelque chose de défini, de décrit pratiquement, quoi. Et c'était comme ça. Ouais. Aujourd'hui, l'approche, elle est complètement différente de la mission de vie. La mission de vie, aujourd'hui, pour moi, c'est la réalisation de ce qu'on est, en fait. OK, c'est-à-dire la réalisation et l'expression de ce que nous sommes au travers de notre unicité. Alors, là, on va parler de spiritualité, bien évidemment. Mais peut-être la façon la plus facile d'expliquer, c'est quand tu regardes une graine de pommier, une semence de pommier, de pomme, ouais. Et ben en fait, tu vois, il n'y a pas seulement la graine, là. Il y a aussi le pommier, il y a aussi la pomme. Oui, OK. Donc, si tu veux, c'est comment est-ce que tu te vois réaliser la réalisation. La mission de vie aujourd'hui, c'est de comprendre que tu es ce pommier, en fait. Ouais, l'expression du pommier. Même si aujourd'hui, tu ne te vois pas comme ça, mais tu ne peux pas être autre chose que ça. Ouais. Par contre, donc, cette graine-là, si je la prends et je la mets en terre, avec le soleil, avec l'eau, etc., elle sera dans la condition favorable pour qu'elle puisse grandir, devenir un pommier. Maintenant, si je la laisse dans un placard, il n'y aura pas ça. Ouais, tout exactement. À fait. Donc, pour moi, on est sur Terre aujourd'hui pour permettre l'expression, la réalisation de ce que nous sommes, donc ce pommier, au travers de son unicité. OK. Donc, tu vas exprimer ce que tu es. Et alors, c'est tellement un truc. Alors, il faut revenir sur plein de choses. Aujourd'hui, ma définition de la spiritualité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, tu as deux courants qui se rejoignent. Tu as les grands maîtres spirituels de toute civilisation qui disent depuis très longtemps nous sommes un. Ouais. Okay. Aujourd'hui, tu as la science qui dit, la science moderne aujourd'hui, notamment la science quantique, dit effectivement tout est énergie. Et on est la même énergie, que ce soit ce verre, ce micro, ta main, à la fin, c'est la même énergie, la même source. Ouais. Donc là, on se rejoint. Et cette énergie, cette force créatrice, elle est en nous et nous sommes en elle. Ouais. Donc là, tout le monde est d'accord. Ça, c'est super important. La science et la spiritualité sont d'accord sur ce point. Donc maintenant, cette source d'énergie, cette source créatrice, elle va avoir différents noms en fonction, là, du coup, les religions, les machins, donc Dieu, Allah, Bouddha, l'univers, la vie, peu importe. Et moi, dans ce que j'ai lu, il y a un terme qui m'a plu, c'est l'amour. Ouais, ok. Ok, donc je dis, notre essence, mon essence, c'est l'amour. Ok, nous sommes un, et notre essence de ce un s'appelle l'amour. Ok. Ouais. Donc à partir de là, je dis, voilà, ma mission sur Terre, c'est d'exprimer l'amour que je suis au travers cette unicité que je suis également. Comment je vais le faire? Par exemple, je fais une conférence et je partage ce que je suis. Et ça, ce sera ma mission de vie. Mais ma mission de vie, ce n'est pas de faire la conférence, c'est d'exprimer ce que je suis. Aujourd'hui, c'est conférence, demain, c'est tennisman, après-demain, c'est boulanger. Enfin, dans tout ce que je fais, au travers de ce que j'apprends au fur et à mesure, je suis constamment en train d'exprimer ce que je suis. Parce que j'ai réalisé ce que je suis. Mais là, quand tu parles d'amour, tu parles de toi.
principalement, ou tu parles de tout le monde? Ah non, nous, sinon, si on est un, Ouais. nous sommes un. Ouais. Si nous sommes un, alors ce un-là, si on lui donne un nom, si on lui donnerait un nom, moi je l'appellerais l'amour, parce que ce un-là, c'est la source créatrice. Ok. Ok? Donc on part du principe que, genre quand c'était quelqu'un d'autre, nous sommes les êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Ouais. Nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Donc l'humanité, c'est une expérience qu'on vit. L'être spirituel que nous sommes, qui est la source, cette source-là, je l'appelle amour. C'est notre essence. Donc comment est-ce que j'incarne cet être spirituel dans cette humanité? Ok. Donc dans l'incarnation de mon être spirituel dans l'expérience humaine et l'expression de ma spiritualité ou de l'être que je suis, de l'amour que je suis dans l'expérience humaine, c'est la finalité. Ok. Et le travail qu'on fait, finalement, c'est de se rappeler déjà ce qu'on est, pour commencer. Parce que on arrive ici et on oublie. Donc on se rappelle, ce qu'on appelle l'éveil, c'est de se rappeler que, hey, tu n'es pas l'humain, tu es la source. Ouais. Ok? L'humain, c'est une expérience. Une fois qu'on a pris conscience de ça, donc on dissocie les deux. Ok, ça c'est l'humain et ça c'est la source. Maintenant, je joue à l'humain, mais je ne suis pas l'humain. Tu es la source. Je suis la source. Ouais. Nous sommes un. Et là, c'est aussi intéressant parce que dans ton livre, tu parles de le choix entre l'amour et la peur. Complètement. Donc là, quand tu parles justement que si on est l'amour, si c'est la base, si c'est la source, l'idée donc c'est d'être toujours dans un choix d'amour et pas un choix de peur. Comment tu expliques ça et comment tu expliques que les gens ont tendance peut-être à choisir la peur plutôt que l'amour? Alors justement, on parlait tout à l'heure d'alignement. C'est exactement ça. Si je suis aligné avec moi, en reconnaissant ce que je suis, et que mon essence est amour, mes choix seront alignés avec ce que je suis. Donc face à un événement où je serai amené à répondre, je pourrais choisir de répondre soit depuis l'amour, depuis ce que je suis, ou soit depuis la peur. Ouais. Alors pourquoi je répondrais depuis la peur? Eh bien c'est parce que j'oublie ce que je suis. Ouais. Donc si j'oublie ce que je suis, je pense que je suis humain, eh bien le package de l'humain, c'est ce qu'on connaît, hein, l'ego, les croyances limitantes, l'individualité, c'est moi contre les autres, enfin tout ce qu'on a appris, ce qu'on voit dans les 4 accords Toltec, la domestication, qui nous emmène à répondre de certaines manières, et de répéter des schémas qui se répètent depuis des années, mais ce ne sont pas des schémas qui sont ce que nous sommes. Et tant qu'on ne se rappelle pas ce que nous sommes, alors on s'identifie à l'être humain. Et donc là, nos choix seront depuis la peur. Une fois qu'on s'identifie, on dissocie ou on se désidentifie à l'être humain et on reconnaît l'être spirituel que nous sommes, donc que nous sommes amour et que nous vivons une expérience humaine, à ce moment-là, on va jouer à l'humain. Ce qui ne veut pas dire que constamment nos choix seront depuis l'amour, mais lorsqu'on fera un choix depuis la peur, on se rendra compte, on aura la possibilité de faire un autre choix et revenir dans l'amour. Ok. Là, on voit que tu as eu j'imagine en tout cas qu'entre justement ta vie d'avant, le déclic et les premiers livres que tu as lus, il y a eu énormément d'évolution. Quand tu as commencé à lire ces livres, j'imagine que ça s'est pas fait d'un coup. Comment tu as fait tes apprentissages? T'as fait des lectures? Tu as fait autre chose? C'est quoi les expériences que tu as eues pour trouver, toi, ces enseignements? Et connaître la théorie, c'est bien, mais c'est l'expérimenter et le ressentir qui est le mieux. Parce que quand tu parles d'amour, etc., c'est ressentir l'amour. On peut dire à quelqu'un, ressent l'amour. Si la personne ne la ressent pas, finalement, elle va toujours faire les mêmes choix. Potentiellement, elle sera toujours dans la peur, par exemple. Donc toi, personnellement, qu'est-ce que tu as fait pour réussir à incarner ce que tu es devenu aujourd'hui? Moi, c'est l'expérience. C'est l'expérience, et parce qu'il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de courants, et beaucoup de croyances. Mais moi, c'est surtout l'application. Quand je lis un bouquin, c'est ce qui m'a beaucoup aidé également. C'est pour ça que dans le mentorat, quand je suis mentor, dans le mentorat de groupe, je suis assez radical dans les manières d'être, parce que j'applique ce que j'ai appliqué pour moi. Quand je lis un bouquin, je l'applique. Sinon, je ne le lis pas, ça ne sert à rien. Je ne suis pas du tout adepte d'accumulation de connaissances. Si je prends mon temps, je lis un bouquin, j'applique tout ce que dit le bouquin, si ça me parle. Ok, c'est pas l'histoire de là, j'ai lu, c'est sympa, non, je l'applique. Et donc, l'application, la mise en pratique de ce que je lis m'a amené, par exemple, à partager, à apprendre que la meilleure façon d'apprendre, c'est en partageant. Donc, j'ai tout de suite commencé à partager et je suis devenu coach à ce moment-là, ce qui m'a amené à partager avec les autres. Et au fur et à mesure, plus je partageais, plus j'intégrais ce que je partageais. Ok. Chaque fois que j'envoyais quelqu'un faire un exercice,
Moi aussi, je me mettais dans la même condition. Donc, comme jusqu'à maintenant, quand je fais les ateliers, je dis toujours aux participants, voilà, aujourd'hui, je suis en train de... C'est moi, le premier étudiant, c'est moi, en fait. Je suis en train d'apprendre en partageant avec vous ce que j'ai besoin d'apprendre et d'intégrer. Tu as un exemple d'apprentissage où tu as mis en pratique au début justement peut-être un livre qui t'a particulièrement parlé et tu as décidé de le mettre en pratique et du coup concrètement c'était quoi? Eh bien, qu'est-ce qui pourrait me venir à l'esprit? Le pardon par exemple. Ouais. Le pardon à moi-même. Ouais. Ok. Il y a aussi ça, il y a eu un livre que j'ai lu également qui s'appelle Honnêteté radicale. Ouais. Donc sur apprendre à dire la vérité. Là, je ne vais pas te dire que ça a toujours été le cas, mais je l'ai mis en pratique et j'ai pu expérimenter les bienfaits de le faire. Donc tu l'as fait auprès de tes proches, dans ton quotidien? Auprès de proches, auprès de gens que je connaissais. Mais les gens ne devaient pas te reconnaître? Ah mais complètement pas. Ouais, non. L'exposition par exemple, d'où une fois que j'ai compris pourquoi est-ce qu'avant j'étais incapable de faire une photo et que tu me fais une photo, moi je cassais ton appareil photo par exemple, tu vois. Et aujourd'hui je fais des vidéos. Ouais. Il a fallu que je m'expose. Donc lorsque j'ai compris pourquoi est-ce que je ne faisais pas des photos, parce que c'est une croyance, etc., le lendemain, je faisais des vidéos. C'était quoi ta croyance? Ah, parce que ce que j'avais à dire, c'était pas important. Parce que j'étais pas important. Voilà, donc voilà. Et je suis passé du stade où je fais des vidéos, où je regarde les vidéos que je filme, et que je ne supporte pas de me voir, donc je ne les regarde pas. Je les fais quand même, mais je ne me regarde pas. Au fur et à mesure, au fur et à mesure, je me regarde, et puis jusqu'au jour où je me dis, oh putain, t'es pas mal comme mec quand même, tu vois. Il est arrivé là, donc c'est l'entraînement en fait, mais l'entraînement par l'action à chaque fois. Donc aujourd'hui, si je parle de ça à quelqu'un, je sais de ce dont je parle parce que je l'ai expérimenté et je ne parle pas de choses que je n'ai jamais expérimentées. Donc l'amour ou l'unicité, pour moi, l'unicité, c'est accepter que quand je vois quelqu'un, eh bien, je vais pas l'envier ou me sentir moins que cette personne-là parce que elle est juste unique en fait cette personne. Et je peux pas comparer quelque chose qui est unique en fait. Ouais. Elle le fait comme ça, elle est unique. Au pire, pour moi, c'est une inspiration. Je dis, tiens, c'est notre capacité, c'est ma capacité aussi en tant qu'être humain de faire ça, mais je le ferai moi à ma façon. Et qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui, justement, c'est souvent, moi, c'est les gens que j'interviewe en général dans ce podcast brillent dans leur unicité, donc c'est un mot qui me parle, mais qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un, justement, qui n'arrive pas à se sentir aligné dans son unicité, dans son authenticité? C'est quoi, évidemment, c'est dans l'expérience, mais ce serait quoi ton conseil? Mais comment on peut ne pas être aligné avec son unicité? Parce que ça sous-entend qu'on est au courant de quelle est son unicité. Ouais. Si on le sait, on ne peut pas ne pas être aligné, je veux dire. Ouais, ok. Et si on la connaît pas, justement, et qu'on joue peut-être le rôle de quelqu'un d'autre, quitte à envier les autres, puisqu'on a toujours l'impression que les autres sont mieux, qu'ils font mieux, qu'ils réussissent mieux? Ah ben là, la première étape, c'est d'accepter ça. C'est une fois que je t'assure, une fois que tu arrives à écrire que, en fait, j'envie les autres, et qu'est-ce que tu envies chez l'autre, pareil, tu vois, ça c'est la pratique. On va parler, là on arrive sur un thème qui s'appelle l'ombre, le miroir. Ouais. Alors je t'envie, et j'écris les raisons pour lesquelles je t'envie. Et en fait, ce que je t'envie, en fait, est chez moi. En fait, c'est une information incroyable. Parce que l'envie, c'est ça, en fait. L'envie, je t'envie. Et qu'est-ce que j'ai envie chez toi? Ben, ces choses-là, ces qualités-là. Mais c'est uniquement le fait que je t'envie est un outil qui me permet de me rendre compte de ce que j'ai en moi et que je n'ai pas réalisé que je l'avais. Ouais, okay. Mais par contre, maintenant, passer à pratique, c'est de dire, OK, je l'envie lui parce qu'il ose parler en public. Et moi, j'ose pas. Et quand je réalise que, waouh, en fait, c'est un effet miroir. Ça me renvoie la capacité que moi j'ai, mais que je n'exploite pas. OK, qu'est-ce que je fais demain? Ben, je parle en public. Je parle en public, voilà. OK. Mais si on reste dans la connaissance, j'ai compris pourquoi je le fais pas, c'est parce que ça, j'ai compris, et je fais rien, il se passe rien. Mais logiquement, si on est conscient de ce qui se passe, que tout est autour de nous d'informations, et qu'on passe à l'action lorsqu'on a l'information, tout change radicalement. Et donc, c'est la même chose si on est très agacé ou énervé par le comportement de quelqu'un, c'est se rendre compte que ce comportement, on l'a en nous, dans notre part d'ombre. C'est ça l'idée? Alors, il y a différents types d'ombre, mais effectivement, on pourrait partir. Alors, je vais reprendre encore la mécanique quantique aujourd'hui, qui nous aide beaucoup là-dedans, qui nous dit que tout est projection, et la projection de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que tout ce que je vois à l'extérieur a à voir avec moi. Et donc, tout est information. Ouais. Donc, l'autre personne en face n'existe réellement pas, en fait. C'est moi qui la crée. Et la mécanique quantique dit quelque chose de super important aussi, c'est qu'il n'y a pas de réalité. Je ne peux pas dire que ce qui vient de se passer, c'est réel. Non, c'est ma perception de ce qui vient de se passer. Quelqu'un d'autre, ou même la personne à qui ça arrive, je lui pose la question, qu'est-ce qui vient de se passer, elle me dira autre chose.
Donc, ça veut dire que c'est ma perception et tout le temps, tout est ma perception. Maintenant, soit je vais dire que ma perception, c'est une réalité absolue et je dis, voilà, c'est ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, c'est la faute des autres. Ou alors je me dis, ok, pourquoi est-ce que je perçois ça comme ça? Quelle est l'information que je peux avoir là-dedans? Est-ce que si je change ma perception, je peux éventuellement penser ou voir des choses différentes et avoir des résultats différents dans ma vie? Tu vois? Et c'est ce chemin-là que peu de personnes aujourd'hui réellement veulent faire. Je te posais cette question parce que quand je parle de l'effet miroir, que je pense comprendre relativement bien, en tout cas appliquer à moi, mais même si c'est pas toujours évident, même si effectivement quand j'envie chez quelqu'un quelque chose ou que je suis agacé par quelqu'un, je fais pas toujours la relation directe avec moi, mais quand je prends conscience, effectivement, j'arrive à trouver plus de douceur dans ces émotions plutôt négatives, puisque je me rends compte un tel... Je m'étais fait la réflexion, souvent avec les gens qui prennent beaucoup de place, qui m'agacent, les gens qui sont doués pour prendre de la place. Et je m'étais dit, mais à quel point toi, en fait, tu aimes prendre cette place-là quand on te la donne, ou à quel point tu aimes briller aussi en société. Et souvent, les gens qui vont m'agacer, c'est souvent des gens avec qui je vais avoir un très bon feeling. Mais ils m'agacent au premier abord. Mais en fait, c'est des gens avec qui je vais avoir un bon feeling. Mais quand je parle de ça avec des amis, ils vont me dire « mais ça marche pas ton truc. Moi, je déteste les gens qui sont impolis. En quoi c'est le miroir de moi-même ?» Qu'est-ce que tu réponds à ça, du coup ? Mais après, il y a une information de base dans l'ombre. Par exemple, quelqu'un qui dira « j'aime pas les menteurs ». Ouais. Moi, je mens pas. Mais tout le monde ment. Ouais. Mentir, des fois dans l'atelier, pareil. Une dernière fois, une femme me disait « moi, je mens jamais ». Non, monsieur, moi, je mens pas. Je dis « ok, cherche pas une application dans ton téléphone portable. » Elle en cherche une. Et je lui dis « lorsque tu as téléchargé cette application, il y avait un certain nombre de textes à lire. Il fallait marquer j'ai lu et tu mets clic. Tu as mis clic ou tu as lu sincèrement? Non, je ne l'ai pas lu. Bah, tu as menti. Tu as cliqué. Et je dis, je ne suis pas craint de te dire ça pour te foutre la honte. Ouais. Pareil, j'ai pris un autre exemple. Si jamais tu as un enfant et tu es chez toi et ton enfant il rentre chez toi en courant, il se cache sous la table et derrière, il y a un meurtrier qui court après. Et il te dit, il est où? Tu vas dire quoi? Il est caché là? Ou tu vas dire, je ne l'ai pas vu? Ah ben, tu vas mentir. Le mensonge, l'impolitesse, le manque de respect, tous ces trucs-là, ce sont des traits humains, ce sont 4200 traits plus ou moins humains qu'on a tous en nous. Ouais. De dire que moi je suis pas impoli et que toi tu l'es et que ça m'énerve, c'est peut-être un rappel de dire hey, tu as ça aussi en toi. Ça ne veut pas dire que tu le pratiques nécessairement, mais c'est aussi en toi. Et ça s'appelle l'acceptation en fait. L'acceptation de... Parce que sinon c'est de dire que moi je suis humain et pas toi. C'est de la séparation. Donc des fois il n'y a pas chercher midi à 14h. Des fois, il a simplement accepté que j'ai ça aussi en moi. Et lui, il l'exprime par rapport à un schéma ou un mécanisme de défense, peu importe, par rapport à une blessure, peu importe. Et que c'est OK, c'est pas personnel en fait. Mais je capte que ça m'énerve et je me dis, OK, ben, en fait, ça fait partie de l'humanité et je l'accepte parce que je l'ai aussi en moi. Et lorsque je l'accepte, généralement, je le vois plus en fait. Donc, des fois, c'est pas trop chercher le truc, c'est de dire, OK, l'acceptation. Des fois, c'est clair. Comme pourquoi est-ce que ça m'irrite. Des fois, c'est pas si clair. Et donc, on peut se dire, OK, j'ai aussi ça en moi. Je l'accepte. OK. C'est OK, c'est l'humanité. Là, on est d'accord que très vite, tu as fait ton propre apprentissage, tu as commencé à te montrer. La Greenness Academy, donc l'atelier de développement personnel, on dit développement personnel pour la Greenness, ça te va ou... Ouais, oui. Oui, par finalité, il y a un développement qui se fait. Mais aujourd'hui, je vois plus une expérience humaine. Ouais, ok. Une expérience humaine, ça a changé en fait. C'est vraiment autre chose. On est vraiment un cheminement d'évolution spirituelle, d'expansion de la conscience, d'expansion de la conscience de ce que nous sommes réellement. Et après, en fait, il n'y a pas trop de choses à apprendre parce que je dis toujours au début de l'atelier, vous n'êtes pas venu apprendre quoi que ce soit parce qu'on sait tout déjà en fait. On a juste oublié. Donc on est venu pour se souvenir. Et comment on s'en souvient? Eh bien, tous grâce aux autres, en fait. Parce que c'est lorsqu'on est en relation qu'on grandit. Et à la limite, je pourrais même, moi, ne pas exister, en fait. Le simple fait qu'on soit tous là, on grandit. Quand tu écoutes quelqu'un raconter quelque chose qui lui est arrivé dans sa vie,
je sais pas moi, il s'est fait voler, il s'est fait couillonner ou trahi par son copain. Un exemple. Allez, mon copain, il m'a trahi. Et que tu penses, toi, qu'en fait, c'est qu'à toi que ça arrive. Et que ça t'arrive parce qu'en fait, t'es une mauvaise personne. Et que tu rentres dans une pièce avec 70 personnes et puis, par hasard, t'entends une ou deux personnes à qui ça arrivait aussi. Tu te dis, ah, c'est pas qu'à moi, finalement. Ça arrive à tout le monde. Donc, ça veut pas dire que moi, je suis méchant. Et là, je commence à me détendre. Je me suis détendu parce qu'en fait, je me suis avec d'autres êtres humains qui me partagent aussi une partie de leur vie, qui me permettent de comprendre la mienne et de me voir différemment. Et en fait, le fait qu'on soit en relation nous permet de nous voir différemment. Et lorsqu'on se voit différemment, on reconnaît ce que nous sommes. Amour. Ouais. Et à partir de là, cette transformation qu'on voit chez les gens au bout de 3 jours, c'est ça, c'est que tu connectes avec cette partie de toi et tu t'exprimes depuis cette partie de toi. Et ben effectivement, les résultats ils changent. Et tu commences à dire des mots qui ne sortaient pas de ta bouche avant, comme par exemple « je t'aime ». Et les gens extérieurs, ils en regardent « oh, il a dit ça, c'est bizarre ». Tu vois. Mais c'est ça en fait. Parce que pour le coup, pour remettre dans le contexte, on s'est rencontrés dans ce stage-là, puisque toi, tu es coach à la Greenness Academy. Et pour le coup, c'est clairement, moi, un stage qui, à la base, j'avais une personne qui m'en parlait depuis 1 an. J'y allais pas. J'ai mis 1 an pour venir. Et je comprends tout ce que tu dis, où effectivement, on est dans le groupe. Et je comprends effectivement qu'on reconnecte à l'amour, puisque ce qui s'est passé, ça m'a permis d'avoir des conversations avec mes parents que je n'avais jamais eues, de par ces ateliers qui durent entre 3 et 4 jours et après ça dépend des niveaux, il y a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Je sais que pour avoir enchaîné les 3, ça a changé ma vie en termes de relation avec moi-même, ça a changé ma vie en termes de relation avec les autres et de connexion avec les autres. J'ai rencontré des gens absolument incroyables. Donc je vois très bien tout ça. Comment on fait, selon toi, quand on arrive à reconnecter à ces sentiments-là pour les faire perdurer dans la vie? Parce que tu vois, ce genre de stage, encore une fois, j'aime pas, on va dire atelier. Entraînement. Ce genre d'entraînement, c'est incroyable parce qu'effectivement, on connecte à des choses qui, moi, m'ont permis de reconnecter à l'amour. Je crois que c'était puisque je me suis retrouvé à être staff lors d'autres niveaux pour encadrer tellement que j'avais aimé ça et justement pour revivre ça. Et je me souviens que pour se présenter, il fallait dire qu'est-ce qu'on avait vécu dans ce niveau 1. Et j'avais vraiment expliqué que moi, c'était la connexion à l'amour qui avait été quelque chose d'incroyable, ce qui peut paraître bête dit comme ça, mais peut-être, moi, encore une fois, c'est mon expérience, mais ça m'avait fait beaucoup de bien. Comment on fait pour, quand on est dans ce genre d'entraînement, qu'on est dans cette ambiance bienveillante, avec des énergies hautes qui nous permettent d'avancer, comment on fait quand on travaille sur soi pour continuer à garder ça dans sa vie quotidienne? C'est une volonté. Ouais. C'est une volonté, parce que, tu vois, le vendredi, tu as 60 personnes qui arrivent dans une salle, 60, 100 personnes, on dépend, et la majorité ne se connaissent pas. Et comme tu l'as vécu, le vendredi après-midi, fin de journée, on est pratiquement comme si on se connaissait, quoi. Le samedi, on est une famille déjà. Ouais, c'est vrai. Ok. Mais ce sont à la fin, le dimanche soir, il y a toujours des gens qui me disent « Oh là là, on va retourner à la vie réelle. Ça va être dur. » Et je dis « Mais en fait, la vie réelle, tu y es depuis vendredi, en fait. Les mêmes personnes que tu ne connaissais pas vendredi sont les mêmes qui sont à l'extérieur. Et si tu vis selon ce que tu as appris ici, tu peux créer la même chose dans ton immeuble, par exemple. Tu vois ? Et donc, après, il y a les outils. Les outils qui te permettent de choisir soit depuis l'amour, soit depuis la peur. Et c'est ça aussi. Est-ce que tu es prêt à les mettre en pratique ? Ou est-ce que c'est juste un moment de 3 jours où tu t'es fait un kiff et puis après tu reprends ta vie de tous les jours ? Ou est-ce que tu te dis, je veux créer cette réalité dans ma vie, je vais vivre comme ça et je le crée. Tu vois ? Donc, c'est pas l'entraînement en soi. L'entraînement en soi, il fait son travail dans le sens où il partage des outils. C'est est-ce que les gens sont engagés à utiliser les outils ? Et tu auras jusqu'à maintenant une petite partie que oui, et d'autres quand ils peuvent. Et pourquoi, d'après toi, dans les changements qui peuvent être des changements significatifs dans la vie des gens, des personnes ne continuent pas à être engagées ? Pourquoi des gens qui, justement, vont sur le chemin de leur développement personnel, qui décident d'évoluer, de changer, d'avancer, qui connectent à quelque chose de nouveau, de plus vrai pour eux, finalement, ils ne s'engagent pas pour continuer et ils reviennent dans une routine qui ne leur correspond pas ? C'est une condition humaine, quelque part. C'est comme si tu arrives dans une famille
T'arrives dans une famille ou dans un, je sais pas, dans une société où ils sont 300 et t'es seul à avoir vécu ça. Et les 300, ils ont un rythme de vie qui était le tien d'ailleurs auparavant. Au bout d'un moment, même lutter contre ça, c'est soit tu pars, mais si tu pars pas et tu restes là, au bout d'un moment, tu reviens. Enfin, c'est l'effet de groupe, quelque part, j'ai envie de te dire. Donc, c'est soit toi qui vas influencer ces 300 personnes, soit ces 300 personnes vont t'influencer toi. Et au rythme, au bout d'un moment, tu n'oublies pas, hein, sauf que tu as l'impression que c'est trop difficile. Ouais. Tu as envie d'arriver avec un super sourire et tous tes collègues ils font la gueule. Bon, ça va 2 minutes, 3 minutes, et puis à un moment donné, on te dit t'arrêtes avec ta belle gueule, t'arrêtes avec ça, quoi. Et sinon, voilà, quoi, on va te faire la gueule. Au bout d'un moment donné, par survie, tu te dis, attends, si personne ne me parle, quand je suis trop content, donc je vais faire la gueule, comme ça on me parlera, et puis voilà, c'est la survie. C'est un peu cette idée qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Ce que tu faisais à merveille aussi quand tu étais entrepreneur et que tu voulais côtoyer que des entrepreneurs avec un chiffre d'affaires équivalent ou supérieur pour atteindre tes objectifs à l'époque. Totalement. Aujourd'hui, cet aspect de toi qui était à vouloir bouffer le monde, comment il s'est transformé? Parce que là, on est sur l'entrepreneur qui était tout pour sa réussite personnelle et financière à un entrepreneur spirituel beaucoup plus ouvert sur la connaissance humaine. Comment tu t'y retrouves dans ton quotidien? Tes activités ont littéralement changé, j'imagine, en termes de quotidien. Ah oui, complètement. Aujourd'hui, je suis dans l'expression de ce que je suis, de ce que j'apprends, dans le partage, avec toujours cette même ambition de bouffer le monde. Ça n'a pas changé, mais de manger différemment. Je mangeais différemment. Donc là, c'est plus par l'expression de ce que je suis, l'expression de le partage de ce que j'apprends et le partager au plus grand nombre dès que l'opportunité se fait, quoi. Et comment tu t'es retrouvé bon, je connais un peu l'histoire, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es retrouvé à importer la Greeness Academy en France? Alors moi, je l'ai vécu, cet entraînement, je l'ai vécu en première ligne, donc en tant que participant, je l'ai vécu après avoir attendu suffisamment longtemps, parce qu'on m'avait invité, hein, mais j'avais vu les gens qui avaient été revenir avec un résultat incroyable. Et j'avais envoyé d'autres personnes avant. J'ai invité des personnes à y aller alors que moi, je n'avais même pas encore fait. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'effectivement, je ne pouvais pas nier la transformation que les gens vivaient. Et finalement, je décide d'y aller pour voir comment ils font. Et là, j'étais pris au jeu, quoi. J'ai découvert vraiment des choses que je ne savais pas sur moi. Et ce côté entrepreneur aussi m'a sauvé. C'est-à-dire que c'est carrément comme si j'avais fait de l'objet social de ma société principale, qui était moi, la découverte de moi, en fait. Ouais. Donc là, j'y suis allé avec la même rage que j'avais dans tous les projets professionnels que j'avais auparavant. Et j'ai mis cette même intensité, ce même focus sur la découverte de ce que je suis, en fait. Et donc, j'y arrête pas jusqu'au jour d'aujourd'hui et je le partage à chaque fois. Là, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu étais engagé. Ah, complètement. Du coup, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'es décidé, j'essaye, je le fais, tout comme les livres ou les choses, c'est-à-dire que tu passes à l'action, tu fais, t'es pas là justement pour avoir, tu le disais, emmagasiné de l'information, mais t'es là pour passer à l'action. Ça, c'est quelque chose qui est naturel chez toi ou t'as appris aussi à passer à l'action? Non, je pense que toute ma vie, j'ai fait ça. Ouais. Toute ma vie, j'ai passé à l'action. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas, mais ça a été quelque chose de particulier. J'ai jamais eu des limites, en fait. Dans ma tête, je me dis, je me suis toujours dit que si je le vois, alors pas dans ces termes-là, mais si je le voyais, pour moi, c'était... En fait, j'avais pas le truc, mais est-ce que c'est possible ou pas? Je n'avais pas cette phrase-là, en fait. Alors aujourd'hui, je comprends que la science nous dit, si tu le visualises, c'est que c'est déjà matérialisé. Donc, il y a plus qu'à les récupérer, quoi, tu vois. Mais j'avais déjà ce mindset, moi. Mais j'avais pas ça comme ça. C'est comme pour la foi, quelque part, de se dire, si je le crois... Si je le vois et je le crois, c'est réalisé déjà. C'est toi, cette foi-là, on appelle ça la foi, mais bon, la croyance, peu importe. Moi, je me rappelle très clairement comment ça a commencé. C'est que moi, j'étais très menteur quand j'étais jeune. Ouais. Et mon père me disait, arrête de mentir parce qu'un jour, tu vas pas te souvenir de tes mensonges. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il fallait que je me rappelle de mes mensonges. Donc, je me suis dit, il faut que je croie suffisamment à mes mensonges pour pas les oublier. Donc, je me suis habitué à croire ce que je disais. Et du coup, quand j'ai commencé à rentrer dans ce monde spirituel, etc., ça m'a paru tellement facile de déclarer quelque chose et de dire ok, c'est fait, c'est bon, c'est réalisé, c'est bon, c'est là. Mais je ne doute pas une seule seconde. Quand je déclare quelque chose, pour moi, c'est déjà réalisé. Et bien évidemment, comme la loi de l'attraction le dit, si je vis depuis cet état de réalisation, je vais vibrer avec le même niveau de vibration, en fait. C'est quelque chose, moi, qui me paraît très marquant. Je pense que
depuis mon adolescence, j'ai toujours vécu aussi avec la visualisation, visualiser ce qui n'est pas encore là. C'est sûrement pour ça que j'ai atteint des objectifs qui m'ont permis de réaliser certains rêves, puisque c'est ce que tu es en train d'expliquer, c'est que je le vibrais déjà de base. Quelqu'un qui, par exemple, justement, n'a pas cette faculté à visualiser facilement, tu lui conseillerais quoi, justement, pour être dans cet état de je visualise et j'ai foi en ce que j'ai en tête, mais qui potentiellement c'est une personne qui aurait du mal à aller plus loin, quoi. C'est oui, je rêverais de ça, mais c'est impossible, c'est trop compliqué. Ce serait quoi le petit conseil que tu pourrais donner? Alors, je reviens un peu sur la loi d'attraction de la vibration. Parce que alors, pareil, tu vois, mon évolution, moi, elle est par palier. Et au fur et à mesure des choses que je comprenais, comme par exemple la loi d'attraction, ce que je vais vibrer avec ce que je vis déjà, comme je vis depuis là, donc je vibre avec ça et ça vient à moi. Ce n'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne. Ouais. Aujourd'hui, ma compréhension est différente. Ma compréhension, elle est que nous sommes, on est tout en fait. On est un, on est tout. Et il n'y a rien qu'on puisse vouloir qu'on ne puisse pas avoir. Tout ce qu'on veut, on est censé l'avoir. Donc, qu'est-ce qui fait obstacle à ce que je puisse obtenir ce que je veux? Eh bien, quand je ne suis pas ce que je suis. Autrement dit, quand je ne suis pas dans l'amour. Autrement dit, quand j'ai des croyances fausses sur ce qui je suis. Autrement dit, quand je suis dans la peur. Donc, en fait, ce sont mes croyances qui m'empêchent d'obtenir ce que je veux. Mais ces croyances sur qui je suis. Donc aujourd'hui, comme tu disais, ben voilà, je dis, ben, je veux ça, mais c'est pas possible. Ben, je suis en train de déclarer quelque chose qui est contraire à ce que je suis, en fait. Parce que tout ce que je veux, je suis censé l'avoir. Je l'ai, littéralement. J'ai une question, pour le coup, la question n'est pas de moi, c'est la question de Tata Jacqueline. C'est la question de Tata Jacqueline. Alors, je ne sais pas si tu connais Tata Jacqueline. Pas du tout. C'est la tante qui, justement, elle a ses croyances limitantes. Elle n'est pas forcément ouverte sur la spiritualité ou autre. Et puis, elle a ses petites questions de sa vie. Et puis là, quand je lui ai dit que j'allais te recevoir, elle m'a dit, ok, je suis pressée de voir ce que Steve va nous raconter. Et elle m'a dit, mais c'est pour ça que je te la pose maintenant, elle me dit, oui, mais c'est ok, je peux rêver, tout ça, vibrer les choses. Mais elle dit, moi, à un moment donné, j'ai un salaire de 1200 balles par mois, donc je peux pas rêver grand parce que je n'arrive pas, avec l'inflation, la guerre, ceci, cela, à rêver beaucoup plus grand parce que j'ai mon loyer à payer et que je suis dans le rouge tous les mois. Donc, qu'est-ce que tu répondrais à Tata Jacqueline qui se retrouve bloquée dans sa vie et surtout financièrement, qui fait que elle a pas de thune à la fin du mois? Qu'est-ce que tu dirais à Tata Jacqueline? Je dirais à Tata Jacqueline de s'intéresser à la notion, à la croyance qu'elle a sur l'argent, en fait. Parce que ce que j'entends sur la question, c'est déjà qu'elle n'est pas dans une liberté financière, elle est dans une dépendance financière. Ouais. Et ça, c'est un état. Un état qui dit que je peux faire que en fonction de ce que j'ai en termes d'argent. Et bien évidemment, je serai limité par la somme que j'ai. Mais la vie n'est pas limitée sur ce que tu as en argent ou pas. On sait déjà qu'il y a des choses. On savait que. On disait qu'avant, pour avoir des sociétés, il fallait de l'argent. Aujourd'hui, on sait qu'on peut entreprendre sans argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un changement de mindset. Il y a un changement de concept, de dire qu'ok, on n'a pas besoin d'argent pour tout faire. On peut faire plein de choses sans argent. On le sait, ça, aujourd'hui. Donc là, c'est qu'elle puisse déjà voir quelle est la croyance qu'elle a sur l'argent. C'est le plus important. Parce qu'une fois qu'elle aura fait ce travail-là, et c'est pas compliqué, c'est très simple. Ce sont des questions très simples. Très, très simples. 4 ou 5 questions qu'elle peut se poser sur l'argent. Ouais. Lorsqu'elle y répond, elle est à même à changer son mindset au sujet de l'argent. C'est quoi les questions? J'en parlerai demain. Mais une de ces questions, peut-être. Ouais. La première fois que j'ai eu de l'argent dans mes mains, mon premier salaire, qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent? Ouais. Par exemple. Ça peut être une question. Ça peut être une question également de dire, quand j'ai entendu parler de l'argent la première fois, c'était de la part de qui et qu'est-ce qu'on m'a dit là-dessus? Tu vois, il y a beaucoup de croyances innocentes comme ça, innocentes au sujet de l'argent qui vont former notre croyance au sujet de l'argent. Et bizarrement, la croyance au sujet de l'argent, elle est liée à la croyance à notre sujet également. Parce que notre relation avec l'argent part de notre relation avec nous-mêmes aussi. Donc Tata Jacqueline, je dirais, commencer à s'intéresser sur quelle est sa croyance au sujet de l'argent. Une fois qu'elle a travaillé cela, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer.
Et je suis sûr que ça ne parlera pas qu'à Tata Jacqueline et que ça parlera à beaucoup d'autres personnes. Justement, en parlant de l'abondance, qu'est-ce que l'abondance pour toi dans la vie? L'abondance, pour moi, c'est notre état, en fait. Nous sommes abondants en tout. Ouais. Ok? On est nos limites. On est tout et à la fois on n'est rien. Mais on est surtout tout. La source, en fait. On regarde l'univers. L'univers est abondant comme nous. Et c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas censé ne pas recevoir ce qu'on veut. Parce que tout est en abondance pour tout. Ouais. La seule chose qui nous empêche d'obtenir cela, c'est les croyances qu'on va avoir sur nous-mêmes. Demain, je parlais de la liberté financière, par exemple. Je parle de la liberté financière en comparaison avec l'abondance. Mais la liberté financière, elle parle déjà d'un principe qui dit que quand j'aurai certaines sommes d'argent ou quand j'aurai un revenu X, je serai libre. Mais cette déclaration, elle est complètement contraire à mon état, à qui je suis. Parce que ça veut dire que je ne suis pas libre. Je serai libre quand j'aurai quelque chose qui de plus est extérieur à moi. Et là, je me dissocie automatiquement. Ça ne se voit pas. Mais je déclare que je ne suis pas libre aujourd'hui. Je serai libre financièrement quand j'aurai ça. Mais encore une fois, l'argent, c'est une énergie. L'argent n'a rien à voir, ce n'est pas du papier. L'argent, c'est un état d'esprit, en fait. Donc, si tu pars du principe que tu seras libre quand tu auras ça, et que maintenant tu ne l'es pas, tu ne seras pas libre, en fait. Alors là, c'est quelque chose qui me parle directement, comme ce que tu dis. Ce que j'ai pour le coup un exemple flagrant, c'est que quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, justement pour atteindre cette indépendance financière, donc j'ai effectivement mis en place des actions, etc. J'avais cette vision et je suis parti de zéro, je vivais à découvert. J'étais une Tata Jacqueline, moi, à un moment donné. Et en tout cas, j'ai mis les actions pour développer le côté financier. Et plus je gagnais de l'argent, plus j'étais en manque d'argent. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours eu du mal à comprendre. À quel point j'avais une dépendance du coup à l'argent. Quand j'en avais pas, j'avais pas le sentiment d'en manquer. J'en avais pas, de toute façon. Et je vivais mes rêves, mes kiffs. Je faisais comme je pouvais. Et c'était pas un problème. Et je peux pas dire que c'est réglé, puisque c'est encore un sentiment que j'ai, où finalement je me rends compte qu'en ayant de l'argent, on devient presque plus dépendant à la peur de le perdre. Et je sais pas si tu peux réagir. Ah non, mais pour moi, encore une fois, on tombe dans le cadre, on parle de liberté financière, mais pour moi, c'est bien souvent plus de la dépendance financière qu'autre chose. Parce qu'on dépend de ça, en fait. Comment tu te sens quand t'as rien, en fait? Comment tu te sens quand t'as rien? Demain, tu as la liberté financière parce que tu as 10 immeubles qui se louent, et puis il y a une crise immobilière énorme, puis personne ne paye de loyer, le gouvernement dit « Ok, on gèle les loyers pendant 2 ans. » Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Tiens. Je sais que tu as tu le dis dans ton livre, une relation avec justement le matériel assez particulière. Si je me trompe pas, tu ne dépends de rien. En tout cas, je sais plus comment tu dis. Il me semble que je l'ai noté. Alors, je vais regarder. Tu parles de la vision de propriétaire à administrateur. C'est ça? Ah ouais. Mais tu vois, j'ai appris à... Enfin, je l'invente ça, moi, parce que c'est ce que j'ai compris. Et je dis que je suis passé au stade où je suis administrateur de biens ou de richesses ou de matériel. Et je dis que je l'administre aujourd'hui. C'est moi, j'ai une ferme aujourd'hui, avec un centre, avec un système où je peux recevoir des gens qui dorment, qui suivent des conférences. Et aujourd'hui, sur le papier, il y a marqué mon nom, ce titre de propriété. Moi, pour moi, c'est comme administrateur. Et aujourd'hui, c'est moi, demain, ce sera quelqu'un d'autre. Donc, je n'ai pas ce truc, c'est à moi, ou la peur de le perdre. Parce que pour moi, rien n'est à moi et en même temps, tout est à moi. Okay? Pour l'argent, c'est pareil. Je n'ai pas aujourd'hui de compte d'épargne. Ouais. J'ai pas d'épargne, j'ai pas de compte où l'argent est bloqué, puisque l'argent rentre et automatiquement il circule, il est redistribué là où il doit être redistribué. Je ne parle pas d'œuvres sociales et compagnie, je ne parle pas de dons, je parle de réinvestissement dans faire augmenter ce que je suis en train de créer, ce que je suis en train de faire. Des projets. Ouais. Et donc, il n'y a pas un moment où ça a manqué. Il y a eu un moment où j'ai eu peur, oui. Mais encore une fois, au moment où il fallait que ce soit là, ça a toujours été là. Alors, je ne suis pas arrivé à cette conclusion dès le départ. Avant cela, j'étais dans ma course derrière l'argent, parce qu'il fallait que j'ai l'argent, il fallait que l'argent pour moi était
était ce qui allait me montrer ma valeur. J'avais une autre définition de l'argent, ce qui m'a amené à faire des trucs légaux, faire de la prison. Enfin bon, j'en parle, je sais pas, je vais prendre le bouquin en ce moment. Mais pareil, ça m'a amené à la case prison, et qui d'ailleurs m'a permis de faire un break et commencer à lire et à apprendre beaucoup de choses également. Et là, aujourd'hui, c'est de l'administration. J'ai pas cette attache. Et je vais pas te dire que jamais j'ai peur. Non, il y a des moments donnés, je dis ok, qu'est-ce que je fais, etc. Mais j'ai la possibilité de me rappeler que, hey, rappelle-toi, tu es un administrateur. Donc, et plus j'ai l'impression que plus j'administre bien, eh bien, plus on me donne de sommes importantes à administrer. Ok. Voilà. Ah, c'est une façon, en tout cas très différente de voir les choses. Ça veut dire que tu t'es détaché de tout bien matériel. Même là, alors, pareil, encore une fois, tu vas me dire si je me trompe, t'es venu, t'as un sac à dos, tu bouges beaucoup, t'étais en République dominicaine il y a 3 jours. Est-ce que le fait... est-ce que ça t'aide ton sac à dos, t'as toute ta vie dedans. Tu peux résumer ta vie à un sac à dos, justement, à une sorte de liberté où je ne possède rien et je ne suis pas attaché à quelque part en particulier, je bouge. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, j'ai ce que j'aime. C'est-à-dire que j'ai mes goûts. Je suis pas, comment te dire, je suis pas le moine ermite, tu vois. Non. Moi, je voyage en première classe, par exemple, tu vois. Ouais. Voilà, j'aime mon confort parce que je le mérite, tout simplement. Ouais. Maintenant, le sac à dos, c'est l'histoire du sac à dos, c'est que j'ai eu une vision où j'allais commencer à faire le tour du monde et commencer à, partout où j'allais, commencer à partager un peu ce que j'apprenais. Et j'ai vu cette vision où j'avais un sac à dos, donc j'ai dit, ok, j'ai lâché la valise et je commence à voyager maintenant qu'en sac à dos. Et mais effectivement, mon sac à dos, l'objectif là, il est grand celui-là. Je me dis, ça va avoir un peu petit et des t-shirts, et voilà quoi, et un iPad. Ça, c'est mon équipement. Et avec ça, ça me permet... oui, aujourd'hui, si c'était que ça, c'est ok. J'ai pas de manque de... Il y a des choses que j'aime beaucoup. J'aime mon Mac, j'aime ma PlayStation, j'aime mon drone, j'aime tout ça, mais je peux faire aussi sans aucun problème. Et ce qui m'a beaucoup aidé avec cela, ce sont les retraites spirituelles que j'organise ou que j'ai moi-même participé. Ouais. Où, par exemple, il m'est arrivé d'être dans la jungle, en Amazonie, déconnecté de tout pendant 10 jours. Et ça calme. Ça m'a montré que c'est possible autrement, en fait. Je voyais tous ces gens-là qui étaient dans la jungle, comment est-ce qu'ils vivaient. Et je me suis dit, mais en fait, il y a une autre réalité. Et j'aime avoir le choix, en fait. Je me dis, aujourd'hui, je peux vivre comme avec tous les outils électroniques, donc toutes les dernières choses qui sortent, je peux vivre très bien avec ça et je vais kiffer, comme je peux vivre dans la jungle et kiffer aussi pareil, d'une autre manière. Et pour moi, ça, c'est une sorte de... C'est ça, je me suis senti super libre quand j'ai pu réaliser ça, tu vois. Ouais. Donc, si j'ai, magnifique. Et si je dois prendre un vol et il n'y a pas de place en première classe, ou j'ai un économique, et c'est ok. Ouais. Mais si je peux faire première, je prends première. Mais je vais pas bouder ou pleurer parce que il n'y en a pas, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est un changement que tu as eu par rapport à la personne que tu étais avant, à l'entrepreneur que tu étais avant. Tu as vu un switch sur ce... Le téléphone, essentiellement. Ouais. Ouais, pas le reste, essentiellement le téléphone. Parce que en tant qu'entrepreneur, j'ai eu des montées et des descentes. Ouais. Donc j'ai su avoir pas mal et j'ai su perdre beaucoup, repartir à zéro. Donc je disais, je suis pareil avec 1 million ou avec 0. L'argent ne forge pas un changement. Je n'ai pas été cette personne qui me montre j'ai ou j'ai pas. Mais ce qui a changé beaucoup, moi, c'est la tâche, surtout le contrôle de mon téléphone, toujours avec moi, mon ordinateur, toutes ces choses qui étaient putain matérielles finalement. Et encore une fois, je ne dis pas que je m'en fous de ça. Je vais les acheter parce qu'ils me sont utiles, mais je sais aussi faire sans. Et je me sens aussi bien. Dans tout ce que tu dis, j'ai le sentiment de voir que c'est une question de perception. C'est-à-dire qu'au final, il y a des faits, il y a une réalité, mais ça va être de la façon dont on va regarder les choses, dont on va les interpréter, dont on va se sentir, nos sentiments, si on est dans la peur plutôt que dans l'amour, complètement. Si on est dans l'échange plutôt que le rejet. Et c'est tout ça, et donc si on est dans le manque plutôt que dans l'acceptation. Donc c'est des états que toi en fait c'est qu'une question, qu'une question, je sais pas, mais en tout cas c'est une question de perception. De perception. Complètement. Ouais. Complètement. Parce que Tata Jacqueline elle a 1200 balles. Mais Tata Jacqueline, si elle veut vraiment partir en Taïwan et le billet coûte 2000 €, elle peut demander, Tata Jacqueline. Bien sûr. Tata Jacqueline, elle a quel âge? On va dire, elle a 60 balais, je sais pas, 65 balais. 55, tu l'as vieilli, là. Tu l'as vieilli, t'as fait Jacqueline. Tata Jacqueline, elle descend dans son immeuble. Et puis elle est là et elle explique à chaque
à chaque habitant de son immeuble son histoire. Quel est un rêve? Et son rêve, c'est de partir en Thaïlande. Aujourd'hui, il lui faut 2 000 € pour ça. Et elle compte aujourd'hui sur le bon vouloir de, etc., qu'il puisse faire une collecte et puis lui permettre de partir. Est-ce que vous pourrez m'aider à accomplir mon rêve? Ce serait vraiment extraordinaire si vous pourriez faire ça. Et si vous le faites, ou quelqu'un d'autre voudrait m'aider, etc., etc., et je ferai des photos, je vais les partager avec vous, etc., etc. Mais bien sûr qu'elle récupère les 2 000 €. Mais est-ce qu'elle va oser faire ça? Parce qu'au moment qu'elle va le faire, elle dit la honte, oh la honte, oh mon orgueil, oh mes croyances. L'argent est toujours là. L'argent a toujours été là. C'est qu'est-ce que je mets entre moi et l'argent? Ben, c'est pareil, qu'est-ce que je mets entre moi et moi, en fait? L'argent est disponible tout le temps. Si Tata Jacqueline, je lui dis, Tata Jacqueline, sur Cannes, il y a une villa sur Cannes à 700 000 €. Ouais. Ok, c'est sa valeur. Mais dans 1 heure, il y a une offre qui va durer 1 heure. Et l'offre, on te l'a fait à 2 000 €. 2 000 €, tu as 1 heure pour trouver 2 000 € pour acheter la villa. Mais elle va les trouver, les 2 000 €. C'est vrai. Ouais, Ok. ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Parce que c'est, pourquoi? Parce qu'il y a de la valeur dans cette villa. Et là, je lui dirais, mais et la valeur pour toi, elle est où? Tu ne vaux pas de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour trouver 2 000 € pour ton rêve, pour ton voyage? Tu ne les vaux pas, ça? La baraque le vaut, mais toi, tu ne le vaux pas? Et c'est juste ça, en fait. C'est, encore une fois, c'est la relation à nous, comment on se perçoit, qui va déterminer comment on perçoit tout, en fait. Toi, aujourd'hui, tu es coach donc, à la Greenness Academy. Tu fais des retraites en République dominicaine. Au Pérou. Au Pérou aussi. Tu as une relation assez... tu le dis dans ton livre, que la nature t'a aidé à être plus connecté à la nature, à la spiritualité, au moment présent. C'est pour ça justement que tu as créé cette ferme en République dominicaine et au Pérou? Alors, en République dominicaine, non, parce que quand j'ai acheté cette ferme-là, je l'ai acheté pour cultiver, pour faire de l'agriculture. C'est par la suite que j'ai vécu mon entraînement et que finalement j'ai transformé en centre d'éveil de conscience. Le Pérou est venu par la suite, après une expérience avec médecine ancestrale. Et les médecines ancestrales, pour moi, c'est... alors, il y a le bouquin, il y a la mise en pratique du bouquin, et puis tu as l'expérience... T'as l'expérience, quoi. Alors, je peux lire un bouquin qui dit nous sommes un. Et je peux le mettre en pratique, nous sommes un, en te traitant comme si je me traitais moi-même. Ouais. Ok. J'ai une conviction, j'ai une idée, je pense que c'est comme ça que ça marche, tu vois. Mais de vivre une expérience qui te permet d'être un avec tout, là, ça c'est encore autre chose. Ça, là, ça pousse, c'est pas simplement de te reconnaître toi, c'est de voir comment on est avec tout, en fait. Et donc, du coup, ça change ta manière de voir le monde, la vie, tout. Ça change tout, ça change tout. Et donc, pour moi, ces retraites-là permettent d'avoir ce booster de conscience, ou je sais pas comment l'appeler, qui permet d'accélérer tout. Alors, c'est beaucoup d'apprentissage en très peu de temps. C'est assez intense en fonction des... C'est utiliser les plantes, hein, c'est ça? Oui, les plantes, par exemple. Alors, c'est l'utilisation des mondes minéral, monde végétal et monde animal. Ouais. Chaque monde a ses médecines. Hein. On le sait depuis très très longtemps, hein, sur toute la surface de la Terre. Et au travers d'elle, on a une connaissance additionnelle qui vient soutenir, appuyer ou bien développer ou tout ce qui peut être écrit ou tout ce qui peut être compris à niveau intellectuel. Et là, c'est vraiment l'intégrer, quoi. Et là, il n'y a plus de doute, quoi. C'est bon, il n'y a plus de doute. C'est autre chose. Donc, effectivement, moi, ça m'a énormément apporté. J'ai envie de te dire, aujourd'hui, je suis aussi peut-être 60% grâce à ça, quoi, quand même. Ah, 60%? Ouais, quand même. Ouais, parce que il y a beaucoup de concepts que je mettais en pratique, mais qui restaient intellectualisés. C'était intellectualisé, tu vois. Ouais. Là, j'ai pu voir, parler de l'ego et voir l'ego, c'est deux choses différentes. Hein. Ouais, c'est-à-dire? Tu peux nous en dire plus? Parler de l'ego... enfin, comment te dire, l'ego... comment t'expliquer ça? L'ego... C'est quoi pour toi l'ego? C'est un long truc, ça. C'est long. On va dire que c'est l'identité humaine. Ouais. Voilà, ok. Celui qui pense qu'il est un et qui doit contrôler, un contre les autres, tu vois.
Et alors, je lis, on apprend que voilà, l'ego, s'il vient de cette partie de toi qui a été blessée, qui va créer des mécanismes pour te défendre, pour éviter que ça se répète, certaines choses, etc. Donc, ça reste... Oh, j'entends, ça a fait sens. En même temps, quand j'essaie de me détacher, ben, effectivement, je me sens mieux. Mais de vivre une expérience où tu es en observation, vraiment comment ça joue, en fait. Ouais. C'est comme si l'ego avait une forme quelque part, tu vois. Donc là, c'était lors d'une séance, oui, d'une retraite. Ouais, une retraite. Et là, de comprendre qu'est-ce qu'est l'ego et sa place, sa fonction. Et puis comprendre que finalement, l'ego, c'est une création. L'ego n'est pas méchant, du tout pas. C'est une création, ça a été créé, il a une fonction. Mais cette fonction, lui, il est en roue libre parce qu'on ne sait pas qu'il existe. Une fois qu'on sait qu'il existe, alors on peut arriver à fusionner ce qu'on appelle le mental et le cœur. Moi, je prends un exemple beaucoup dans les ateliers. Tu vois quelqu'un de vulnérable. On a tendance à dire... je ne veux pas être vulnérable, je ne veux pas pleurer devant les gens parce que on va me voir faible, quoi. Tu vois ? Et bien souvent, lorsqu'on voit dans l'atelier, on voit des gens en train de raconter leur histoire et qu'il y a une larme qui sort. Les gens, je demande qu'est-ce que tu vois ? Les gens me disent, je vois de la force, je vois du courage. Et donc, tu vois, quelque part, au niveau mental, j'entends que, vas-y, je n'ai pas envie de partager quoi que ce soit, je n'ai pas envie de parler de moi parce que je vais être en vulnérabilité et du coup on va me voir faible, mais mon cœur reconnaît que la vulnérabilité est la force, donc c'est dissocié, tu vois. Donc l'idée c'est de fusionner les deux, de ramener ça à mon mental et de pouvoir le voir de manière à ce que je puisse moi passer à l'action et aller le faire. Et c'est ça justement, c'est dans les retraites que tu arrives à fusionner ces deux parties. C'est comme si c'est comme si ça se ressoudait, comme si le lien se refaisait. Indépendamment de moi, c'est pas moi qui le fais, mais c'est comme si tu ressors de là et le lien, et de plus en plus le lien se fait. C'est un tissage qui se refait, tu vois. Ça refait ce tissage-là. C'est incroyable. Dans tout ce que tu racontes, il y a une chose qui ressort, c'est que c'est toujours l'expérimentation. C'est essayer, c'est être curieux, c'est être sceptique, c'est être dans l'ouverture. Et tu vas me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression que peut-être beaucoup de personnes n'arrivent pas à se développer davantage, en tout cas à passer à un nouveau step de leur vie, parce qu'ils n'ont pas cette curiosité et cette envie d'expérimenter. T'en penses quoi ? Oui, après c'est l'expérience, il y a aussi l'inconnu derrière. Ouais. Donc par survie, quelque part on va pas aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas c'est quoi. Donc j'ai envie de te dire, le premier réflexe c'est un peu ça, dire je vais pas y aller parce que voilà, c'est comme de voir quelque chose, tu l'as jamais mangé, tu dis j'aime pas, je veux pas, tu l'as jamais bouffé, mais tu as un instinct, t'as un truc qui dit ouais non on n'y va pas, quoi. Ouais. Et alors moi ce que je partage toujours, de dire ok va vers ce qui te fait peur en fait. Parce que c'est là où ta croissance, là où ton développement, là où ta reconnexion. Mais oui, c'est quelque chose d'assez courant que les gens préfèrent se freiner et ne pas y aller, quoi. On arrive à la fin de l'interview et j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie ? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand ? Oser de plus grand ? Alors en termes de quoi ? Il n'y a pas vraiment de réalisation, de quoi ? Peu importe. Ce qui pour toi, en tout cas, si tu regardes dans ton parcours, tu te dis... Oui, ça a été un grand... Ça peut être quelque chose de petit aux yeux des gens, comme quelque chose de très grand. C'est qu'est-ce qui, toi, t'a peut-être challengé le plus ? Ça a été, waouh, j'ai osé ça. Ça peut être dire je t'aime à quelqu'un, comme quitter son boulot et faire le tour du monde. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas vraiment d'ordre de grandeur. Ça a été, je pense, quelque chose de grand. C'était de présenter ma femme. Je pense, ouais. Parce que j'avais une relation avant, enfin une croyance avant, que si je disais ou déclarais ou je montrais que j'étais marié ou que j'avais une femme ou peu importe, eh bien c'était comme de me fermer l'accès à d'autres possibilités, ou que d'autres personnes puissent dire c'est bon, lui c'est mort. Et j'ai beaucoup eu ça beaucoup d'années, et quand je suis arrivé, quand j'ai commencé à comprendre et à voir ce mécanisme qui était pour moi invisible, ce que d'ailleurs font aussi les retraites, te voir les mécanismes que tu vois pas. Ouais. Et là j'ai pu arriver et dire voilà, je présente officiellement en femme, etc.
Et là, c'était quelque chose de... Et du coup, ma vie, elle a changé après, quoi. En quoi? Ben, liberté, j'étais plus sur... en fait, à chaque fois de voir comment c'est de moins en moins important ce que les gens pensent, en fait. Et plus posé sur l'instant présent, sur ce que je crée, comment je me partage, qu'est-ce que je donne. Et de donner tout, en fait, tout donner. Demain, je vais donner tout, en fait. Demain, je vais sur scène et je donne tout. Alors, j'ai un truc que j'ai préparé, mais à n'importe quel moment, je lâche quoi. Et je rentre dans ce qu'il y a et je partage avec tout le monde. C'est ça, chaque opportunité de donner et de me donner, en fait. Ouais, c'est ça. Alors, je disais que c'était la dernière question, on va dire que c'était l'avant-dernière. C'est quoi ta vision, ton rêve aujourd'hui? Ce serait quoi, justement, après toute l'évolution que tu as eue, aujourd'hui, tout ce que tu crées, si tu dois voir encore plus grand dans ta vie, dans le futur, c'est quoi ce qui t'anime? Ce que tu voudrais réaliser? Aujourd'hui, comment je vois ma vie, 80% du temps, je suis chez moi. Ouais. Chez toi? Dans Repdom. Ouais, en Repdom. Donc, dans ma ferme, j'ai une ferme de 95 hectares. Là, j'ai trois grandes salles avec des hébergements. Donc, les gens viennent vivre des ateliers. Les gens viennent à Mentorat, je les forme, je parle avec eux, je partage avec eux, on fait des retraites. Et puis, 2 ou 3 fois dans l'année, je voyage et je fais des conférences, des grandes conférences, soit dans un stade, soit dans une grande salle. Je partage et ensuite je reviens. Et le projet, le gros bébé qui naît là en mi-avril, c'est une communauté qui s'appelle Expansion One. Ouais. Expansion One, c'est une communauté où on va tous ensemble. Tous ceux qui en tout cas sont sur ce chemin, tous les curieux, tous ceux qui évoluent dans ce chemin de développement personnel et spirituel, on va selon... Alors oui, parce que je t'ai pas raconté. Ce livre-là, quand je l'ai écrit... Entrepreneur spirituel. Ouais, Entrepreneur spirituel, je l'ai écrit en 30 jours, 1 heure par jour, ok? À 5h du matin. À 5h du matin, à 5h à 6h. Il faut savoir que le jour d'aujourd'hui, je n'ai pas relu ce livre. Ouais. Ok, je l'ai écrit, je n'ai jamais relu. Je l'ai passé à mon assistante qui m'a rappelé en pleurant, en me disant voilà... Mais Steve, en fait, tu parles de c'est mon livre, tu parles de ma vie. Et deuxièmement, ensuite, elle me dit, mais tu sais qu'il y a une méthode dans ton livre. Et elle me sort une méthode. Incroyable. Et donc, du coup, aujourd'hui, la méthode s'appelle 7 entrepreneurs, parce que c'est une méthode en 7 étapes. Ouais. Et c'est cette étape-là qui sont donc mon éveil, en fait. Mon éveil, c'est fait sur cette étape. Je ne m'étais pas rendu compte, mais ça s'est fait comme ça. Et... la communauté est basée sur ces éveils, sur cette étape. Donc moi, je vais donner des informations sur ces 7 étapes, en termes de masterclass, en termes d'ateliers, etc. Et la communauté, eh bien, les gens vont s'inscrire, ils vont payer un abonnement par mois, 49 balles. Et je partage, moi, constamment, depuis chez moi, et des fois en présentiel, eh bien, des informations sur les 7 étapes. En masterclass, en PDF, en workshop. Voilà, donc ma vision aujourd'hui, c'est ça, c'est la communauté, elle a un endroit où elle peut venir, soit au Pérou, soit à Repdom, soit en Afrique aussi. J'ai vraiment l'intention d'ouvrir un en Afrique, un centre, et qu'on s'alimente et que s'on rétroalimente avec le partage qu'on va se faire. Parce que pour moi, le gros de la communauté, c'est le partage qu'ils vont se faire entre eux, qui permettra aux autres de grandir. Comment Nico a réussi à faire ça, aide l'autre qui n'arrive pas à se lancer, Tu vois, c'est ça. Donc, je vois cette communauté et je me vois chez moi avec mes animaux dans ma ferme, quoi. Ok. Voilà. Ah, c'est génial, beau projet en tout cas, dans la continuité de clairement tout ce que tu crées, de ce que tu fais avec la Greenness Academy. Ouais. Enfin, c'est vrai qu'encore une fois, et je te remercie, j'en profite pour te remercier en direct, mais c'est vraiment un atelier qui a changé ma vie et ça a commencé par toi, puisque tu as été la première personne qui m'a initié en tout cas à cet éveil spirituel, on va dire ça comme ça. Merci pour ta confiance en toi déjà. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les gens qui veulent en savoir plus sur tes stages, sur ton livre? Je vais mettre le livre en description, ton Instagram également, voilà. Steve Lalanne, c'est ça, ouais. Le site stevelalanne.fr? Ah non, Instagram c'est stevelalanne.fr. Ah d'accord, ouais. T'as de Steve Lalanne tout court, ça c'est en espagnol. Ouais. Ok. Et .fr c'est en français, donc sur Instagram. Ouais. Ensuite le site internet c'est stevelalanne.com. Ok, super. De toute façon, on retrouve tout en description. Donc, les gens qui veulent aller découvrir davantage, ils savent où aller. Ils pourront pas être là demain parce que l'épisode va pas être diffusé là ce soir. Mais en tout cas, ils verront les prochaines fois dans les stades et dans tout ce que tu vas créer de plus grand encore que demain. Ça marche. À très bientôt. Voilà. Merci Nico. Salut. À bientôt. Salut. Ouais.
Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère vraiment que l'interview de Steve a fait écho chez toi. D'ailleurs, si ça a fait écho, n'hésite pas à l'envoyer à quelqu'un à qui ça pourrait faire également écho ou le partager sur les réseaux en me taguant. J'hésiterai pas à te repartager. En tout cas, je te dis à très bientôt et tu peux aussi, mais ça tu vois, là c'est un peu la partie recommandation. Tiens, je te dis un peu quoi faire. Non, mais plus sérieusement, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou un petit commentaire. Ça aide au référencement. Et en fait, plus le podcast est référencé, plus il a de la visibilité et plus en fait, quand je fais une demande d'interview, les gens me disent oui. C'est un peu la règle du jeu. Donc du coup, ça m'aidera à avoir davantage et encore davantage de personnes inspirantes. Donc voilà, ça te permettra d'avoir des jolies écoutes aussi, j'espère. Bon je te dis à très 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 bientôt et vraiment encore merci de prendre le temps d'écouter ces épisodes. Je reçois de plus en plus de messages et ça me fait plaisir. Je ne suis pas tout seul derrière mon micro ou seul avec mes invités. Il y a aussi une communauté qui est en train de se créer et ça c'est absolument génial. À très bientôt, salut.